Eh bien, merci et merci à ceux qui se joignent à nous ce soir. Gardons à l'esprit que tout a commencé le 7 octobre, lorsque les terroristes du Hamas ont massacré plus de 1400 Israéliens et fait des prisonniers. L'Iran et moi avons besoin que la capacité d'Israël à se défendre est absolument fondamentale. Il est fondamental de récupérer ses otages et de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. Mais l'expansion d'Israël et de ses mandataires est une nécessité absolument fondamentale pour que les États-Unis aient un leadership stable. Vous l'avez vu, point. Eh bien, merci et merci à ceux qui se joignent à nous ce soir. Gardons à l'esprit que tout a commencé le 7 octobre, lorsque les terroristes du Hamas ont massacré plus de 1400 Israéliens et fait des prisonniers. L'Iran et moi avons besoin que la capacité d'Israël à se défendre est absolument fondamentale. Il est fondamental de récupérer ses otages et de mettre fin à la crise humanitaire à Gaza. Mais l'expansion d'Israël et de ses mandataires est une nécessité absolument fondamentale pour que les États-Unis aient un leadership stable. Vous l'avez vu, nous avons vécu aujourd'hui l'expérience d'aujourd'hui où, avec nos partenaires israéliens et notre coalition, nous avons pu arrêter l'attaque imminente. Mais ce qui est fondamental ici, c'est qu'un leadership stable va compter. C'est clair et le monde l'a vu sur cette scène de débat il y a quelques semaines. Un Donald Trump de presque 80 ans qui parlait de la taille des foules n'est pas ce dont nous avons besoin en ce moment. Mais ce n'est pas seulement que ce sont ceux qui étaient les plus proches de Donald Trump qui comprennent à quel point il est dangereux lorsque le monde est aussi dangereux. Son chef de cabinet, John Kelly, a déclaré qu'il était l'être humain le plus imparfait qu'il ait jamais rencontré, et ses deux secrétaires à la défense et ses conseillers à la sécurité nationale ont dit qu'il ne devrait pas être près de la Maison-Blanche. Maintenant, la personne la plus proche d'eux, Donald Trump, a dit qu'il n'était pas apte à la plus haute fonction, c'était le sénateur Vance. Ce que nous avons vu du vice-président Harris, c'est que nous avons vu un leadership stable, nous avons vu un calme qui est capable de s'appuyer sur les coalitions pour les rassembler, en comprenant que nos alliés comptent. Quand nos alliés verront Donald Trump se tourner vers Vladimir Poutine et se tourner vers la Corée du Nord, quand nous commencerons à voir ce type d'inconstance autour du maintien des coalitions, nous resterons engagés. Comme le vice-président l'a dit aujourd'hui, nous protégerons nos forces et nos forces alliées et il y aura des conséquences. Donc, Margaret, je veux répondre à la question. Tout d'abord, merci gouverneur, merci à CBS d'avoir organisé le débat et merci surtout au peuple américain qui regarde ce soir et qui se soucie suffisamment de ce pays pour prêter attention à ces combats. Professe Batté, je veux répondre à la question, mais je voudrais en fait me présenter un peu car je sais que beaucoup d'Américains ne savent pas qui nous sommes. J'ai été élevé dans une famille de la classe ouvrière. Ma mère a eu besoin d'aide alimentaire pendant certaines périodes de sa vie, ma grand-mère a eu besoin de l'aide de la sécurité sociale pour m'élever, et elle m'a élevé en partie parce que ma propre mère a lutté contre la toxicomanie pendant une grande partie de ma jeunesse. Je suis allé à l'université grâce au GI Bill après m'être enrôlé dans le corps des marines et j'ai servi en Irak. Je me tiens donc ici pour demander à être votre vice-président avec une gratitude extraordinaire pour ce pays, pour le rêve américain qui m'a permis de vivre mes rêves. Plus important encore, je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets du chaos dans le monde et du sentiment que le rêve américain est inaccessible. Je veux essayer de vous convaincre ce soir, au cours des 90 prochaines minutes, que si nous obtenons un meilleur leadership à la Maison-Blanche, si nous remettons Donald Trump à la Maison-Blanche, le rêve américain sera à nouveau réalisable. Pour répondre à cette question particulière, nous devons nous rappeler qu'autant le gouverneur Waltz vient d'accuser Donald Trump d'être Donald Trump, il a en fait apporté la stabilité dans le monde et il l'a fait en établissant une dissuasion efficace. Les gens avaient peur de sortir du rang. L'Iran, qui a lancé cette attaque, a reçu plus de 100 milliards de dollars d'actifs dégelés grâce à l'administration de Kamala Harris. À quoi sert cet argent? Il l'utilise pour acheter des armes qu'il lance maintenant contre nos alliés, et Dieu nous en préserve, lancé initialement contre les États-Unis également. Donald Trump a reconnu que pour que les gens aient peur des États-Unis, il fallait la paix par la force. Il devait reconnaître que s'il sortait du rang, le leadership mondial des États-Unis ramènerait la stabilité et la paix dans le monde. Vous avez posé une question sur une frappe préventive. Margaret et moi voulons répondre à la question. Écoutez, c'est à Israël de décider ce qu'il pense devoir faire pour assurer la sécurité de son pays, et nous devons soutenir nos alliés où qu'ils soient. Quand ils combattent les méchants, je pense que c'est la bonne approche à adopter avec la question d'Israël. Écoutez, Donald Trump était au pouvoir. Nous entendons parfois une histoire révisionniste, mais lorsque Donald Trump était au pouvoir, c'était Donald Trump qui a créé une coalition de
nations qui avaient bloqué le programme nucléaire de l'Iran dans l'incapacité de le faire avancer. Donald Trump a retiré ce programme et n'a rien mis d'autre à sa place, donc l'Iran est plus proche d'une arme nucléaire qu'il ne l'était auparavant à cause du leadership capricieux de Donald Trump. Quand l'Iran a abattu un avion américain dans l'espace aérien international, Donald Trump a tweeté parce que c'est la diplomatie standard de Donald Trump. Et quand des missiles iraniens sont tombés près des troupes américaines, ils ont reçu, Donald Trump a qualifié cela de maux de tête. Regardez, nos alliés comprennent que Donald Trump est volage. Il ira vers celui qui aura le plus de flatterie ou là où cela lui semble logique. Un leadership stable, comme vous l'avez vu aujourd'hui, comme vous l'avez vu en avril, a repoussé les 2 attaques iraniennes. Notre coalition est forte et nous avons besoin du leadership stable que l'USK Harris fournit. Tout d'abord, Margaret, la diplomatie n'est pas un gros mot, mais je pense que c'est quelque chose que le gouverneur Waltz vient de dire, c'est assez extraordinaire. Vous venez de dire vous-même que l'Iran est aujourd'hui plus proche d'une arme nucléaire qu'il ne l'a jamais été. Et le gouverneur Waltz, vous blâmez Donald Trump qui a été vice-président pendant les 3 dernières années et demie. La réponse est votre colistier, pas le mien. Donald Trump a constamment rendu le monde plus sûr. Maintenant, nous parlons de la séquence d'événements qui nous a conduit là où nous en sommes actuellement, et vous ne pouvez pas ignorer le 7 octobre, que j'apprécie que le gouverneur Waltz évoque. Mais quand l'Iran, le Hamas et leurs mandataires ont-ils attaqué Israël? C'était pendant l'administration de Kamala Harris. Le gouverneur Waltz peut critiquer les tweets de Donald Trump, mais une diplomatie intelligente et efficace, et la paix par la force, sont la façon de ramener la stabilité dans un monde très brisé. Donald Trump l'a déjà fait une fois auparavant. Demandez-vous chez vous, quand était la dernière fois que, j'avais 40 ans, quand était la dernière fois qu'un président américain n'a pas eu de conflit majeur? La seule réponse est pendant les 4 années où Donald Trump était président. Bien sûr, alors tout d'abord, commençons par l'ouragan, parce que c'est une tragédie humaine incroyable et indescriptible. Je viens de voir aujourd'hui une photo de 2 grands-parents sur un toit avec un enfant de 6 ans, et c'était la dernière photo jamais prise d'eux parce que le toit s'est effondré et ces personnes innocentes ont perdu la vie. Je suis sûr que le gouverneur Waltz se joint à moi en disant que nos cœurs vont à ces personnes innocentes, nos prières vont à elles et nous voulons une réponse fédérale aussi robuste et agressive que possible pour sauver autant de vies que possible. Et ensuite, bien sûr, pour aider les gens dans ces communautés à se reconstruire. Je veux dire, ce sont des communautés que j'aime, certaines d'entre elles que je connais très personnellement dans les Appalaches, dans tout le Sud-Est. Ils ont besoin que leur gouvernement fasse son travail. Je m'engage à ce que lorsque Donald Trump sera à nouveau président, le gouvernement fera passer les citoyens de ce pays en premier lorsqu'ils sont victimes d'une catastrophe. Maintenant, Nora, vous avez posé une question sur le changement climatique. Je pense que c'est un problème très important. Regardez, beaucoup de gens sont à juste titre inquiets de tous ces modèles météorologiques faux. Je pense qu'il est important pour nous tout d'abord de dire que Donald Trump et moi soutenons l'air pur, l'eau propre. Nous voulons que l'environnement soit plus propre et plus sûr. Mais l'une des choses dont j'ai remarqué que certains de nos amis démocrates parlent beaucoup est l'inquiétude concernant les émissions de carbone, cette idée que les émissions de carbone entraînent tout le changement climatique. Disons simplement que c'est vrai juste pour le plaisir de l'argumentation, nous ne discutons donc pas de science étrange, disons simplement que c'est vrai. Eh bien, si vous croyez que voudriez-vous faire? La réponse est que vous voudriez relocaliser. Il faut produire le plus d'énergie possible aux États-Unis, car nous avons l'économie la plus propre du monde. Les politiques du commissaire Harris ont-elles réellement conduit à plus de production d'énergie en Chine, plus de production à l'étranger, plus de commerce dans certaines des régions les plus sales du monde? Quand je dis cela, je parle de la quantité d'émissions de carbone qu'ils produisent par unité de production économique. Donc, si nous nous soucions vraiment d'avoir un air et une eau plus propres, la meilleure chose à faire est de redoubler d'efforts et d'investir dans les travailleurs américains et le peuple américain. Malheureusement, Kamala Harris a fait exactement le contraire. Nous sommes proches d'un accord, car toutes ces choses se produisent. Tout d'abord, c'est une tragédie horrible avec cet ouragan et mon cœur va aux gens qui sont là-bas en contact avec les gouverneurs. Je suis coprésident du Conseil des gouverneurs alors que nous travaillons ensemble sur ces questions de gestion des urgences. Les gouverneurs ne connaissent pas le parti pris, ils travaillent ensemble pour que tous les gouverneurs et les intervenants d'urgence soient sur le terrain. Ces choses se produisent en amont, et le gouvernement fédéral intervient pour s'assurer qu'ils sont là pour que nous puissions nous rétablir. Mais nous sommes toujours dans cette phase où nous devons nous assurer qu'ils restent là. Restons concentrés maintenant, revenons à la question du changement climatique. Il ne fait aucun doute que cette chose est apparue sur la scène plus rapidement et plus fort que tout ce que nous avons vu. Le sénateur Vance a déclaré qu'il y avait un problème climatique dans le passé.
Donald Trump l'a appelé un HX et a ensuite plaisanté en disant que ces choses créeraient plus de propriétés à Beach Fonds pour pouvoir investir dans ce que nous avons vu de l'administration Harris maintenant. L'administration Biden-Harris et que nous avons vu cet investissement, nous avons vu des investissements massifs, les plus importants de l'histoire mondiale, que nous avons vus dans la loi sur la réduction de l'inflation, qui a créé des emplois dans tout le pays, en 2000 à Jeffersonville, dans l'Ohio, en prenant la technologie des véhicules électriques que nous avons inventée et en la faisant ici, 200 000 emplois dans tout le pays. La plus grande usine de fabrication d'énergie solaire en Amérique du Nord est située au Minnesota, mais mes agriculteurs savent que le changement climatique est réel. Ils ont vu des sécheresses de 500 ans et des inondations de 500 ans les unes après les autres, mais ce qu'ils font, c'est s'adapter, et cela leur a permis de me dire, regardez, je récolte du maïs, je récolte du soja et je récolte du vent. Nous produisons plus de gaz naturel et plus de pétrole à tout moment que jamais. Nous produisons également plus d'énergie propre. Donc, la solution pour nous est de continuer à avancer. Le changement climatique est réel, réduire notre impact est absolument essentiel, mais ce n'est pas un faux choix. Vous pouvez le faire en même temps que vous créez les emplois que nous voyons dans tout le pays. C'est exactement ce que cette administration a fait. Nous nous voyons devenir une superpuissance énergétique pour l'avenir et pas seulement pour le présent. C'est ce qui a absolument du sens et nous commençons ensuite à réfléchir à la manière dont nous pouvons atténuer ces catastrophes. Regardez ce que le président a dit, si les démocrates, en particulier Kamala Harris et ses dirigeants, s'ils croient vraiment que le changement climatique est grave, ce qu'ils feraient, c'est plus de fabrication et plus de production d'énergie aux États-Unis d'Amérique, et ce n'est pas ce qu'ils font. Donc, clairement, Kamala Harris elle-même ne croit pas à sa propre rhétorique sur ce sujet. Si elle le faisait, elle serait effectivement d'accord avec la politique énergétique de Donald Trump. Il y a quelque chose que le gouverneur Wall a dit, je pense qu'il est important d'aborder parce que lorsque nous parlons d'énergie propre, je pense que c'est un slogan que les démocrates utilisent souvent ici. Je parle bien sûr du leadership démocrate et le vrai problème est que si vous dépensez des centaines de millions ou même des milliards de dollars de l'argent des contribuables américains sur des panneaux solaires fabriqués en Chine, premièrement, vous allez rendre l'économie plus sale que nous devrions en fabriquer. Plus de ces panneaux solaires ici aux États-Unis d'Amérique, certains d'entre eux sont mais beaucoup d'entre eux sont fabriqués à l'étranger en Chine, en particulier les composants qui entrent dans ces panneaux solaires. Donc, si vous voulez vraiment rendre l'environnement plus propre, vous devez investir dans plus de production d'énergie. Nous n'avons pas construit d'installations nucléaires, je pense, au cours des 40 dernières années. Le gaz naturel, nous devons y investir davantage. Kamala Harris a fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a augmenté les prix de l'énergie et a également signifié que nous le ferons d'ici le temps est écoulé. Eh bien, regardez, nous produisons plus de gaz naturel que jamais auparavant, il n'y a pas de moratoire sur ce point, nous produisons plus de pétrole, mais les gens le savent. Comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas des libéraux, ce ne sont pas des écologistes, ce sont des agriculteurs qui ont connu une sécheresse une année, des inondations massives l'année suivante. Ils comprennent que cela a du sens. Notre principale exportation ne peut pas être la terre végétale, qui est érodée par ces tempêtes massives. Nous l'avons vu au Minnesota cet été, et nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons y répondre. Nous réfléchissons à l'avenir et à ce que Kamala Harris a pu faire au Minnesota. Nous commençons à rendre certaines de ces choses résistantes aux intempéries. La loi sur les infrastructures qui a été adoptée nous permet de réfléchir à l'atténuation dans le futur. Comment pouvons-nous nous assurer que nous protégeons en enterrant nos lignes électriques? Comment pouvons-nous nous assurer que nous protégeons les fronts de lacs et les choses que nous voyons de plus en plus souvent? Mais pour appeler cela un canular et amener les dirigeants de la compagnie pétrolière à Mar-a-Lago, dites-moi de l'argent pour ma campagne. Et je vous laisse faire quoi que vous vouliez, nous pouvons être plus intelligents à ce sujet et une politique énergétique globale est exactement ce qu'elle fait en créant ces emplois ici. Donc, tout d'abord, Margaret, avant de parler des déportations, nous devons arrêter l'hémorragie. Nous avons une crise d'immigration historique parce que Kamala Harris a commencé et a dit qu'elle voulait annuler toutes les politiques frontalières de Donald Trump. 94 décrets exécutifs suspendant les expulsions, décriminalisant les étrangers illégaux, augmentant massivement la fraude à l'asile qui existe dans notre système, ont ouvert les vannes. Et ce que cela signifie, c'est qu'un grand nombre de fentanyl arrive dans notre pays. J'avais une mère qui luttait contre la dépendance aux opioïdes et qui est devenue clean. Je ne veux pas que les personnes qui luttent contre la dépendance soient privées de leur seconde chance parce que Kamala Harris a conduit à des niveaux records de fentanyl dans nos communautés. Donc, vous devez arrêter l'hémorragie. Vous devez remettre en œuvre les politiques frontalières de Donald Trump, construire le mur,
remettre en œuvre les expulsions. Et cela m'amène à votre point, Margaret, sur ce que nous faisons réellement. Donc, nous avons 20 à 25 millions d'immigrés clandestins qui sont ici dans le pays, que faisons-nous d'eux? Je pense que la première chose que nous faisons est de commencer par les migrants criminels. Environ 1 million de ces personnes ont commis une forme de crime en plus de traverser illégalement la frontière. Je pense que vous commencez par expulser ces personnes, et ensuite, je pense que vous rendez plus difficile pour les immigrés clandestins de réduire les salaires des travailleurs américains. Beaucoup de gens rentreront chez eux s'ils ne peuvent pas travailler pour moins que le salaire minimum dans notre propre pays. Et, soit dit en passant, ce sera vraiment bien pour nos travailleurs qui veulent juste gagner un salaire équitable pour avoir fait une bonne journée de travail. Le dernier point, Margaret, est que vous posez une question sur la séparation des familles. En ce moment sur le marché de ce pays, nous avons 320 000 enfants que le département de la sécurité intérieure a effectivement perdus. Certains d'entre eux ont été victimes de trafic sexuel. Certains d'entre eux, espérons-le, sont chez eux avec leur famille. Certains d'entre eux ont été utilisés comme mules pour le trafic de drogue. La véritable politique de séparation des familles dans ce pays est malheureusement celle de Kamala Harris. Frontière Sud, et je demanderai à mes compatriotes américains de se rappeler quand elle est arrivée au pouvoir. Elle a dit qu'elle allait faire cela. Un véritable leadership consisterait à dire, vous savez ce que j'ai foiré, nous allons revenir aux politiques frontalières de Donald Trump. J'aimerais qu'elle fasse cela, ce serait bon pour nous tous, les enfants. Le trafic de drogue n'est pas vrai, mais je dirais ceci à propos du fentanyl, car il s'agit d'une crise, la crise des opioïdes, et la bonne nouvelle à ce sujet est que les 12 derniers mois ont vu une forte diminution des décès par opioïdes dans notre histoire de la nation, une diminution de 30% dans l'Ohio. Mais il reste encore du travail à faire. Mais revenons à cela sur la commission de l'immigration. Harris était la procureure générale du plus grand État et d'un État frontalier, la Californie. Elle est la plupart des Américains ici, c'est pourquoi nous avons eu le projet de loi sur l'immigration le plus juste et le plus dur que cette nation ait vu. Il a été élaboré par un sénateur conservateur de l'Oklahoma, James Lankford. Je le connais, il est très conservateur, mais c'est un homme de principe qui veut le faire. Kamala Harris went out bragging that she was going to undo Donald Trump's border policy. She did exactly that. We had a record number of illegal crossings. We had a record number of fentanyl coming into our country. And now that she's running for president, or a few months before, she says that somehow she got religion and cared a lot about a piece of legislation. The only thing that she did when she became the vice president, when she became the appointed border czar, was to undo 94 Donald Trump executive actions that opened the border. This problem is leading to massive problems in the United States of America. Parents who can't afford health care, schools that are overwhelmed, it's got to stop, and it will when Donald Trump is president. Look, we fix this issue with a bill that is necessary, but the issue on this is what happens when you don't want to solve it. You demonize it. And we saw this, and Senator Vance, and it surprises me on this, talking about and saying, I will create stories to bring attention to this. That vilified a large number of people who were here legally in the community of Springfield. The Republican governor said it's not true. Donald Trump pense qu'il le fait. Mon conseil de pro du jour est le suivant, si vous avez besoin d'une opération cardiaque, écoutez les gens de la clinique Mayo à Rochester, Minnesota, pas Donald Trump. La même chose s'applique à cela. Et je vous demande là-bas, enseignants, infirmières, chauffeurs de camions, peu importe, est-il juste que vous payiez vos impôts chaque année et que Donald Trump n'ait pas payé d'impôts fédéral 10 au cours des 15 dernières années? La dernière année, c'est ce qui ne va pas avec le système. Il y a un moyen de le contourner et il s'est vanté que nous sommes justes. Demandez à être juste, c'est tout ce que vous voulez, gouverneur. Vous dites qu'il faut faire confiance aux experts, mais ces mêmes experts ont dit pendant 40 ans que si nous expédions notre base industrielle en Chine, nous obtiendrions des produits moins chers. Ils ont menti à ce sujet. Ils ont dit que si nous expédions notre base industrielle vers d'autres pays, au Mexique et ailleurs, cela rendrait la classe moyenne plus forte. Ils avaient tort à ce sujet. Ils avaient tort à propos de l'idée que si nous rendions l'Amérique moins autonome, moins productive dans notre propre pays, cela nous rendrait en quelque sorte mieux lotis. Ils avaient tort à ce sujet. Et pour la première fois depuis une génération, Donald Trump a eu la sagesse et le courage de dire à ce consensus bipartisan que nous ne le faisons plus, que nous ramenons l'industrie manufacturière américaine, que nous libérons l'énergie américaine, que nous allons produire davantage de nos propres produits. Ce n'est pas seulement une question économique.
J'ai 3 beaux petits-enfants à la maison, 74 ans et 2 ans, et je les aime beaucoup. J'espère qu'ils sont au lit en ce moment. Mais regardez, tellement de médicaments, les produits pharmaceutiques que nous mettons dans le corps de nos enfants, sont fabriqués par des nations qui nous détestent. Cela doit cesser, et nous n'allons pas l'arrêter en écoutant les experts. Nous allons l'arrêter en écoutant le bon sens, qui est celui sur lequel Donald Trump a gouverné. Si vous écoutez ce soir et que vous voulez que les milliardaires obtiennent des réductions d'impôts, vous avez entendu les chiffres. Je suis un syndicaliste là-dessus, je ne suis pas un gars qui voulait expédier des choses à l'étranger, mais je comprends que nous produisons du soja et du maïs. Nous devons avoir un commerce équitable. Partenaires, c'est quelque chose en quoi nous croyons. Je pense que ce qui m'inquiète le plus à ce sujet, c'est que Donald Trump est l'homme qui a créé le plus grand déficit commercial de l'histoire américaine avec la Chine. Donc, la rhétorique est bonne, une grande partie de ce que le sénateur a dit, je suis d'accord avec lui là-dessus. J'ai vu cela se produire aussi, je l'ai vu dans mes communautés et nous en avons parlé. Mais nous avions des gens qui s'appelaient le droit de négociation collective, nous avions le droit de travailler, les États ont rendu cela plus difficile. Nous avions des entreprises qui étaient prêtes à expédier. On a fini, et on a vu des gens profiter des gens qui sont des capital risqueurs, dans certains cas, qui mettent de l'argent dans des entreprises qui étaient à l'étranger. Nous sommes d'accord pour ramener ces gens chez nous. Le problème est que Donald Trump en parle. Harris a un record de 250 000 emplois manufacturiers supplémentaires juste en dehors de l'IRA, donc je l'apprécie. Donc, si vous remarquez ce que le gouverneur Walz vient de faire, c'est qu'il a dit tout d'abord que Donald Trump doit écouter les experts. Puis, quand il a reconnu que les experts avaient foiré, il a dit que Donald Trump n'avait pas fait presque aussi bon travail que le sien. C'est ce que fait Tim Walz. Honnêtement, Tim, je pense que vous avez un travail difficile ici parce que vous devez jouer au jeu du chat et de la souris. Vous devez prétendre que Donald Trump n'a pas livré une augmentation du salaire net, ce qu'il a bien sûr fait. Vous devez prétendre que Donald Trump n'a pas livré une inflation plus faible, ce qui a bien sûr été le cas. Et vous avez simultanément défendu le bilan économique atroce de Kamala Harris, qui a rendu l'essence, l'épicerie et le logement inabordables. Juste. Citoyens américains, j'ai été élevé par une femme qui s'endettait parfois pour des soins médicaux afin de pouvoir mettre de la nourriture sur la table dans notre foyer. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir se permettre les choses que l'on doit se permettre. Nous pouvons faire tellement mieux pour vous tous qui nous regardez. Nous pouvons revenir à une Amérique à nouveau abordable. Nous devons simplement revenir aux principes économiques du bon sens. J'espère que nous aurons une conversation sur les soins de santé. Et pour les gens qui n'ont pas réussi à atteindre le sommet, j'ai grandi dans une petite ville rurale du Nebraska, une ville de 400 habitants, où vous avez fait du vélo avec vos copains jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Je suis fier de ce service. J'ai rejoint la garde nationale à 17 ans, j'ai travaillé dans des fermes familiales, puis j'ai utilisé le GI Bill pour devenir enseignant, passionné par cela, un jeune enseignant. Ma première année, j'ai eu l'opportunité, à l'été 1989, de voyager en Chine il y a 35 ans pour pouvoir le faire. Je suis rentré chez moi et j'ai lancé un programme pour y emmener des jeunes. Nous amenions des équipes de basketball, des équipes de baseball, des danseurs et nous allions et venions en Chine. Le problème était d'essayer d'apprendre. Maintenant, regardez, ma communauté sait qui je suis. Ils ont vu où j'étais. Ils ont regardé. Je serai le premier à vous dire que j'ai mis tout mon cœur dans ma communauté. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je n'ai pas été parfait et je suis parfois un imbécile. Mais il a toujours été question que ces mêmes personnes m'aient élu au Congrès pendant 12 ans. Au Congrès, j'étais l'une des personnes les plus bipartites à travailler sur des choses comme les projets de loi agricoles que nous avons réalisés. Je travaillais sur les avantages des anciens combattants, et puis les habitants du Minnesota ont pu m'élire gouverneur à 2 reprises. Donc, regardez, mon engagement a été dès le début de m'assurer que je suis là pour les gens, pour m'assurer que je fais bien les choses. Je dirai plus que tout, plusieurs fois, je parlerai beaucoup, je me laisserai prendre dans la rhétorique, mais en étant là, l'impact que cela a eu, la différence que cela a fait dans ma vie. J'ai beaucoup appris sur la Chine, j'entends les critiques à ce sujet. Je dirais que Donald Trump aurait dû venir lors d'un de ses voyages avec nous. Je vous garantis qu'il ne ferait pas l'éloge de Xi Jinping à propos du Covid, et je vous garantis qu'il ne déclencherait pas une guerre commerciale qu'il finirait par perdre. Il s'agit donc d'essayer de comprendre le monde, il s'agit d'essayer de faire de son mieux pour sa communauté, puis de se mettre en avant et de faire comprendre à ses proches quel est mon engagement,
que ce soit par l'enseignement, ce dans quoi j'étais bon, ou que ce soit en étant un bon soldat ou en étant un bon membre du Congrès. Ce sont les choses qui, selon moi, sont les valeurs qui comptent pour les gens. Tout ce que j'ai dit à ce sujet, c'est que je suis arrivé là-bas cet été-là et que je me suis mal exprimé à ce sujet. Alors je vais juste dire que c'est ce que j'ai dit. Donc, j'étais à Hong Kong et en Chine pendant la manifestation pour la démocratie. J'y suis allé et j'ai appris beaucoup de choses sur ce qui devait être en matière de gouvernance. Tout d'abord, Margaret, parce que j'ai toujours été ouvert et, parfois, bien sûr, j'ai été en désaccord avec le président, mais j'ai aussi été extrêmement ouvert sur le fait que j'avais tort à propos de Donald Trump. J'avais tort. Tout d'abord, parce que j'ai cru à certaines histoires des médias qui se sont avérées être des fabrications malhonnêtes de son bilan, mais surtout Donald Trump a répondu aux attentes du peuple américain, des salaires en hausse, un salaire net en hausse, une économie qui fonctionne pour les Américains normaux, une frontière sud sécurisée, beaucoup de choses que je ne pensais pas qu'il serait capable de faire, et oui, quand vous vous trompez, quand vous vous trompez, quand vous vous trompez. Que vous changez d'avis, vous devez être honnête avec le peuple américain. À ce sujet, c'est l'une des raisons pour lesquelles Margaret, j'ai fait autant d'interviews, car je pense qu'il est important d'expliquer au peuple américain quelle est ma position sur les problèmes et ce qui a changé maintenant. Vous avez souligné les messages de 2020, Margaret. J'ai été extrêmement constant sur le fait que je pense qu'il y avait beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux dans l'administration Trump au premier tour si le Congrès avait fait son travail. Je crois fermement et j'ai été sénateur des États-Unis que le Congrès n'est pas seulement une société de débat de haut niveau, ce n'est pas seulement un forum pour les sénateurs et les membres du Congrès pour se plaindre des problèmes, c'est un forum pour gouverner, donc il y avait beaucoup de choses à la frontière sur les tarifs douaniers par exemple, où je pense que nous aurions pu faire beaucoup plus si le Congrès républicain et les démocrates au Congrès avaient été un peu meilleurs dans la façon dont ils gouvernent le pays. Ils étaient tellement obsédés par la destitution de Donald Trump qu'ils ne pouvaient pas vraiment gouverner. Et je veux parler de cette question des tarifs en particulier, Margaret, parce que vous savez que Tim vient d'accuser cela d'être une taxe de vente nationale. Regardez la seule chose, et vous n'êtes probablement pas surpris de m'entendre faire l'éloge de Joe Biden, mais la seule chose que Joe Biden a fait, c'est qu'il a continué certains des tarifs de Trump qui protégeaient les emplois manufacturiers américains. C'est le seul problème de la partie la plus pro-travailleur de l'administration Biden, c'est le seul problème sur lequel Kamala Harris a fui le bilan de Joe Biden. Pensez Y, si vous essayez d'employer des travailleurs esclaves en Chine à $3 par jour, vous allez faire cela et réduire les salaires des travailleurs américains, à moins que notre pays ne se défende et ne dise que vous n'accédez pas à nos marchés à moins que vous ne payiez les Américains de la classe moyenne de manière équitable. Le salaire n'est pas ce que dit le projet de loi, mais regardez, ce problème est ce que tout le monde pense. Donald Trump a tout mis en mouvement, il se vante de la grandeur d'avoir fait venir les juges et d'avoir renversé Roe contre le poids, 52 ans d'autonomie personnelle, puis il nous dit nous l'envoyons aux États. C'est une belle chose, Amanda Zorsky ne serait pas d'accord avec vous, c'est une belle chose, une jeune mariée au Texas attend son enfant à 18 semaines, elle a une complication, une déchirure de la membrane, elle doit aller aux soins médicaux. À ce stade, le médecin doit décider et cela aurait été un avortement, mais au Texas, cela les aurait mis en danger juridique, elle est rentrée chez elle, a eu une septicémie, est presque morte et maintenant elle peut avoir des difficultés à avoir des enfants. Ou dans le Kentucky, Adley Duval, une enfant de 12 ans violée et mise enceinte par son beau-père, ce sont des choses horribles. Maintenant, quand Dieu a posé la question, le sénateur Vance a dit que deux torts ne font pas un droit, il n'y a pas de droit dans cela. Donc, au Minnesota, ce que nous avons fait, c'est rétablir Roe versus Wade, nous nous sommes assurés de mettre les femmes en charge de leurs soins de santé. Mais regardez, ce n'est pas là que si vous ne connaissez pas Amanda ou Adley, vous le saurez bientôt. Leur projet 2025 va avoir un registre des grossesses, cela va rendre plus difficile, voire impossible, l'obtention de contraception et limiter l'accès, voire éliminer l'accès à l'infertilité. Traitement pour tant d'entre vous qui m'écoutent, y compris les traitements contre l'infertilité, c'est pourquoi j'ai un enfant, ce n'est l'affaire de personne d'autre. Mais ces choses sont proposées et le piège dans tout cela est que les États décideront de ce qui est bon pour le Texas, ce n'est peut-être pas bon pour Washington, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est un droit humain fondamental. Nous avons vu la mortalité maternelle monter en flèche au Texas, dépassant de nombreux autres pays dans le monde. Il s'agit des soins de santé au Minnesota, nous sommes classés premiers en les soins de santé pour une raison, nous faisons confiance aux femmes, nous faisons confiance aux médecins. Non, Nora C, certainement pas, et je veux parler de ce problème parce que je sais que beaucoup d'Américains s'en soucient à ce sujet et je sais que beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord avec tout ce que j'ai dit sur ce sujet.
Vous savez que j'ai grandi dans une famille ouvrière dans un quartier où je connaissais beaucoup de jeunes femmes qui avaient eu des grossesses non désirées et qui avaient décidé d'interrompre ces grossesses parce qu'elles avaient l'impression de n'avoir aucune autre option. Et vous savez que l'une d'entre elles m'est très chère et je sais qu'elle regarde ce soir et que je t'aime. Elle m'a dit quelque chose il y a quelques années, elle avait l'impression que si elle n'avait pas eu cet avortement, cela aurait détruit sa vie parce qu'elle était dans une relation abusive. Et je pense que ce que j'en retiens en tant que républicain qui veut fièrement protéger la vie innocente dans ce pays, qui veut fièrement protéger les personnes vulnérables, c'est que mon parti doit faire beaucoup mieux. Je suis revenu sur cette question, car ils ne nous font franchement pas confiance, et je pense que c'est l'une des choses que Donald Trump et moi nous efforçons de faire. Je veux que nous, en tant que parti républicain, soyons pro-famille dans le plein sens du terme. Je veux que nous soutenions les traitements de fertilité. Je veux que nous fassions en sorte qu'il soit plus facile pour les mères d'avoir des enfants. Je veux qu'il soit plus facile pour les jeunes familles d'avoir un logement afin qu'elles puissent élever leur famille. Je pense qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire en matière de politique publique. Il s'agit simplement de donner plus d'options aux femmes maintenant. Bien sûr, Donald Trump a été très clair sur la politique de l'avortement, en particulier sur le fait que nous avons un grand pays et qu'il est diversifié, et que la Californie a un point de vue différent de celui de la Géorgie. La Géorgie a un point de vue différent de celui de l'Arizona, et que la bonne façon de gérer cette situation, aussi désordonnée que soit parfois la démocratie, est de laisser les électeurs prendre ces décisions, de laisser les États individuellement faire leur politique d'avortement, et je pense que c'est ce qui a le plus de sens dans un très grand pays. Une très diversifiée et soyons honnêtes, parfois un pays très désordonné et divisé. Ouais, eh bien, la question a été posée et Donald Trump a fait l'accusation que ce n'était pas vrai à propos du Minnesota. Eh bien, laissez-moi vous parler de cette idée qu'il y a des États divers. Il y a une jeune femme nommée Amber Thurman, elle se trouvait par hasard en Géorgie, un État restrictif à cause de cela, elle a dû parcourir une longue distance jusqu'en Caroline du Nord pour essayer de se faire soigner. Amber Thurman est morte dans ce voyage aller-retour. Le fait est que la question est de savoir comment nous pouvons, en tant que nation, dire que votre vie et vos droits aussi fondamentaux que le droit de contrôler votre propre corps sont déterminés par la géographie. Il y a une très réelle chance que si Amber Thurman avait vécu au Minnesota, elle serait en vie aujourd'hui. C'est pourquoi la restauration de Roe contre Wade, lorsque vous écoutez le vice-président Harris parler de ce sujet et que vous m'entendez en parler, vous nous entendez parler exactement de la même chose. Donald Trump essaie de comprendre comment obtenir le droit politique de cela. Je suis d'accord avec une grande partie de ce que Serge Vance a dit sur ce qui se passe. Sa course mon pote ne le fait pas et c'est le problème, je n'ai jamais soutenu une interdiction nationale, je l'ai fait lorsque je me présentais au Sénat en 2022, je parlais de l'établissement d'une norme nationale minimale, par exemple, nous avons une interdiction de l'avortement par accouchement partiel en place dans ce pays au niveau fédéral, je ne pense pas que quiconque essaie de s'en débarrasser ou du moins j'espère que non, même si je sais que les démocrates ont adopté une position pro-avortement très radicale, mais Nora, vous savez, l'une des choses qui a changé est dans l'État de l'Ohio, nous avons eu un référendum en 2023 et les habitants de l'Ohio ont voté massivement contre ma position et je pense que ce que j'ai appris de cela, Nora, c'est que nous devons faire un meilleur travail pour regagner la confiance des gens. Tant de jeunes femmes aimeraient avoir une famille, tant de jeunes femmes voient également une grossesse non planifiée comme quelque chose qui va détruire leurs moyens de subsistance, détruire leur éducation, détruire leurs relations et nous devons regagner la confiance des gens et c'est pourquoi Donald Trump et moi sommes engagés à poursuivre des politiques pro-famille. Rendre la garde d'enfants plus accessible, rendre les traitements de fertilité plus accessibles parce que nous devons faire un meilleur travail dans ce domaine et c'est ce qu'est le véritable leadership. Je vais répondre à la partie pro-avortement de cela non, nous ne le sommes pas, nous sommes pro-femmes, nous sommes pro-liberté de faire ses propres choix, nous savons quelles sont les implications de ne pas être que les femmes font des fausses couches, les femmes ne reçoivent pas les soins, les médecins ont l'impression qu'ils peuvent être poursuivis pour avoir fourni ces soins. Et en ce qui concerne l'assurance que nous éduquons nos enfants et que nous leur donnons des options, le Minnesota est un État qui a l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus bas, nous le comprenons aussi, nous savons que les options doivent être disponibles et nous le faisons vrai, nous le faisons également, nous sommes dans le top 3 des meilleurs États pour élever des enfants, mais c'est deux choses pour essayer de dire que nous sommes pro-enfants mais nous n'aimons pas ça. Ou vous êtes pro-avortement, ce n'est pas du tout le cas, nous sommes pro-liberté pour les femmes de faire leur choix et nous y allons. Kamala Harris fait valoir qu'il faut rendre les options pour les enfants plus abordables, un crédit d'impôt pour enfants de $6 000, mais nous n'allons pas nous baser sur le fait de faire conduire quelqu'un comme Amber Thurman sur 600 miles pour essayer d'obtenir des soins de santé.
Puis-je répondre à cela? Tout d'abord, gouverneur, je suis d'accord avec vous. Amber Thurman devrait toujours être en vie et il y a beaucoup de gens qui devraient toujours être en vie et je souhaite certainement qu'elle le soit et peut-être que vous êtes libre d'être en désaccord avec moi sur ce point et de me l'expliquer. Mais comme je lis la loi du Minnesota que vous avez signée dans la loi que vous avez signée dans la loi dit qu'un médecin qui préside à un avortement où le bébé survit. Le médecin n'a aucune obligation de fournir des soins de vie à un bébé qui survit à un terme tardif bâclé avortement. It's going to make it more difficult, if not impossible, to get contraception and limit access, if not eliminate access to infertility treatments. For so many of you out there listening, me included, infertility treatments are why I have a child. Dans la loi que vous avez signée dit qu'un médecin qui préside à un avortement où le bébé survit n'a aucune obligation de fournir des soins de vie à un bébé qui survit à un terme tardif. Je pense que vous soyez pro-choix ou pro-avortement, c'est fondamentalement barbare, et c'est pourquoi j'utilise ce mot. Nora, c'est parce que certaines de ce que nous avons vu. Voulez-vous forcer les hôpitaux catholiques à pratiquer des avortements contre leur volonté? Parce que Kamala Harris est soutenue en poursuivant les religieuses catholiques pour avoir violé leur liberté de conscience, nous pouvons être un pays grand et diversifié où nous respectons la liberté de conscience des gens et rendre le pays plus probable et pro-famille. Mais s'il vous plaît, écoutez, c'est un pays où il y a toujours quelque chose là-dedans. C'est une proposition très simple, ce sont les femmes qui doivent prendre des décisions concernant leurs soins de santé, et les médecins qui savent le mieux quand ils doivent le faire. Ils essaient de déformer la façon dont une loi est écrite pour essayer de faire passer un message qui est. Non, qu'est-ce que j'avais tort à propos du gouverneur? S'il vous plaît, dites-moi ce que j'avais tort. Ce n'est pas la façon dont la loi est écrite. Regardez, j'ai donné ce conseil sur beaucoup de choses qui s'impliquent, qui ont été mal interprétées, et les faits ont été vérifiés lors du dernier débat. Mais le fait est qu'il y a une continuation de ces types qui essaient de dire aux femmes où de s'impliquer. J'utilise cette ligne à ce sujet, occupez-vous de vos affaires sur ce sujet. Les choses ont mieux fonctionné lorsque Roe contre Wade était en place. Lorsque nous avons fait une restauration de Roe, cela fonctionne le mieux. Cela ne nous empêche pas d'augmenter le financement pour les enfants, cela ne nous empêche pas de nous assurer qu'une fois que cet enfant est né, comme dans le Minnesota, il a des repas, une éducation de la petite enfance, des soins de santé. Donc, la cachette derrière nous va faire toutes ces autres choses, alors que vous ne les proposez pas dans votre budget. Kamala Harris les propose, elle propose toutes ces choses pour faciliter la vie des familles. J'ai posé une question spécifique, gouverneur, vous m'avez donné un slogan en guise de réponse. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que dit la loi. Alors ils ont vérifié les faits avec le président Trump. Ouais, ni sur ce cas particulier, je connais tous les détails, mais je fais certainement confiance aux forces de l'ordre local et aux autorités locales pour prendre ces décisions. Je pense que dans certains cas, la réponse est d'aller être oui, et dans certains cas, la réponse sera non, et les détails comptent vraiment ici. Bien sûr, par exemple, si un enfant vole une arme, ce sera différent que si un parent remet une arme sachant que son enfant est potentiellement dangereux. Regardez, je veux juste parler en tant que père de 3 beaux petits-enfants. Notre aîné est maintenant en 2e année, et comme beaucoup de parents, nous envoyons nos enfants à l'école avec tant d'espoir et tant de joie et tant de fierté sur leur petit visage le premier jour d'école. Nous savons malheureusement que beaucoup d'enfants vont vivre cette terrible épidémie de violence armée, et bien sûr, nos cœurs vont aux familles qui sont touchées par cette terrible chose. Nous devons faire mieux, et je pense que le gouverneur Walz et moi sommes probablement d'accord sur le fait que nous devons faire mieux sur ce point. La question est juste comment nous le faisons réellement. Maintenant, voici quelque chose qui me dérange vraiment et m'inquiète à propos de cette épidémie de violence, la grande majorité, proche de 90%, dans certaines des statistiques que j'ai vues sur la violence armée dans ce pays, est commise avec des armes à feu obtenues illégalement. Et pendant que nous sommes sur ce sujet, nous savons que grâce à la frontière ouverte de Kamala Harris, nous avons vu un afflux massif du nombre d'armes illégales gérées par le cartel de la drogue mexicain. De sorte que le nombre d'armes illégales dans notre pays est plus élevé aujourd'hui qu'il y a 3 ans et demi. Mais que faisons-nous au sujet des écoles? Que faisons-nous pour protéger nos enfants? Et je pense que la réponse est, et je dis cela sans aimer la réponse, parce que je ne veux pas que mes enfants aillent à l'école dans une école qui ne semble pas sûre où il y a des signes visibles de sécurité. Mais je pense malheureusement que nous devons augmenter la sécurité dans nos écoles. Nous devons mieux verrouiller les portes, nous devons rendre les portes plus solides, nous devons rendre les fenêtres plus solides, et bien sûr, nous devons augmenter le nombre d'agents de ressources scolaires.
Car l'idée que nous pouvons agiter une baguette magique et retirer les armes des mains des méchants ne correspond tout simplement pas à l'expérience récente. Nous devons donc faire en sorte que nos écoles soient plus sûres, et je pense que nous devons avoir des solutions bipartites de bon sens pour bien faire cela. Je pense que tous les parents qui regardent ce soir, c'est juste votre pire cauchemar. Regardez, j'ai un jeune de 17 ans, et j'ai été témoin d'une fusillade dans un centre communautaire en train de jouer au volleyball. Ces choses ne vous quittent pas. En tant que membre du Congrès, j'étais assis dans mon bureau entouré de dizaines de parents de Sandy Hook, et ils regardaient la photo de mon enfant de 7 ans sur le mur. Leur enfant de 7 ans était mort, et ils nous demandaient de faire quelque chose. Et regardez, je suis un chasseur, je possède des armes à feu. Le vice-président et nous comprenons que le deuxième amendement est là, mais notre première responsabilité est envers nos enfants. Pour comprendre cela, dans le Minnesota, nous avons promulgué les lois sur le drapeau rouge, amélioré les vérifications des antécédents, et nous pouvons commencer à obtenir des données. Mais voici le problème, si nous voulons vraiment résoudre ce problème, nous avons des gens qui ne permettent même pas que des recherches soient menées sur la violence armée. Et cette idée que nous devrions simplement vivre avec cela, je pense que c'est un bon début de conversation. Je crois à 100% que le sénateur Vance déteste quand ses enfants sont victimes d'avortement, et cela vous brise le cœur. Je suis d'accord avec cela, mais ce n'est pas suffisant quand nous savons que ce sont des choses qui ont fonctionné. J'ai passé du temps en Finlande et j'ai vu des écoles finlandaises. Cela n'arrive pas, même si le taux de possession d'armes à feu est élevé dans le pays. Il y a des choses raisonnables que nous pouvons faire pour faire la différence. Cela ne porte pas atteinte à votre deuxième amendement, et l'idée de disposer de certaines de ces armes n'a aucun sens. Kamala Harris, en tant que procureure générale, a travaillé sur cette question. Elle sait qu'elle existe, personne n'essaie de faire peur et de dire « nous prenons vos armes ». Mais je vous demande à tous, voulez-vous que vos écoles soient renforcées pour ressembler à un fort? C'est ce que nous devons faire quand nous savons qu'il y a des pays dans le monde où leurs enfants ne pratiquent pas ce genre d'exercice. Ils sont des enfants, nous leur devons de trouver une solution. Ce sont des choses qui ne devraient pas être si difficiles. Vous pouvez toujours garder vos armes à feu, et nous pouvons faire une différence. Nous devons le faire. Si vous écoutez ce soir, cela vous brise le cœur. Tim, tout d'abord, je ne savais pas que vous avez 17 ans, et je suis désolé pour ça. J'espère que tout va bien. Christ, aie pitié, c'est horrible. J'apprécie ce que Tim a dit en fait à propos de la Finlande, parce que je pense que cela illustre certaines des différences franchement étranges entre le problème de la violence armée de notre propre pays et la Finlande. Tout d'abord, nous avons des taux bien plus élevés de maltraitance mentale ou de toxicomanie. Nous avons des taux bien plus élevés de dépression et d'anxiété. Nous avons malheureusement une crise de santé mentale dans ce pays et je pense vraiment que nous devons nous attaquer aux causes profondes de ce problème. Je ne pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle nous avons un si grave problème de violence armée, mais je pense que c'est une grande partie de celui-ci. Un autre facteur de l'épidémie de violence armée, en particulier celle qui affecte nos enfants, ne fait pas autant la une des journaux, mais c'est le terrible problème de la violence armée dans beaucoup de nos grandes villes et c'est pourquoi nous devons donner aux forces de l'ordre les moyens d'arrêter les méchants, de les mettre en prison et de retirer les délinquants des rues. Je pense qu'il y a toute une série de choses que nous pouvons faire ici, mais je pense que dans nos écoles, nous devons parler de plus de sécurité. Oui, j'étais assis dans ce bureau avec ces gens-là. Parents de Sandy Hook, je suis devenu ami avec des tireurs d'école. J'ai vu la NRA. J'étais le gars de la NRA pendant longtemps. Ils enseignaient la sécurité des armes à feu. Je suis à un âge où mon fusil de chasse était dans ma voiture pour pouvoir chasser le faisan après l'entraînement de football. Ce n'est plus là que nous vivons aujourd'hui. Et plusieurs choses que je veux mentionner. Ce que je mentionne ici, c'est que je parle des villes et qu'elles sont au premier rang des endroits où le plus grand nombre de décès par arme à feu se produisent dans le Minnesota. Ce sont les suicides ruraux. Nous avons une épidémie d'enfants qui se procurent des armes et se tirent dessus. Nous devons donc examiner tous les problèmes en veillant à ce que les gens aient des soins de santé et tout ça. Mais je veux être très prudent avec cette idée de stigmatiser la santé mentale. Ce n'est pas parce que vous avez un problème de santé mentale que vous êtes violent. Je pense que nous finissons par chercher un bouc émissaire parfois. Ce sont juste les armes et il y a des choses que vous pouvez faire à ce sujet, mais je pense que c'est l'une d'entre elles. Une conversation saine. Je pense qu'il y a une capacité à trouver des solutions à ce sujet qui fonctionnent pour protéger le deuxième amendement, protéger nos enfants, c'est notre priorité. Non, ce n'est pas de la distribution. Nous avons d'abord,
Laissez-moi vous dire ceci sur la question du logement et je pense que ceux d'entre vous qui nous écoutent, le problème que nous avons est que nous avons beaucoup de gens qui voient le logement comme une autre marchandise, il peut être acheté, il peut être déplacé, il peut être déplacé. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans ces maisons. Ceux d'entre vous qui écoutent ce soir, cette maison est une affaire importante. J'ai acheté et possédé une maison dans ma vie. Ma mère vit toujours dans la maison où j'étais et quand je pense à une maison, je pense au service de Noël après la messe de minuit où vous allez avec votre famille. Nous devons la rendre plus abordable et l'une des choses, comme je l'ai dit, ce programme que le vice-président est en train de faire avancer et d'apporter une nouvelle façon d'aborder cela est quelque chose que nous faisons au Minnesota à partir de cette piste. Nous avons investi dans l'État pour nous assurer que notre logement était le plus gros investissement que nous ayons jamais fait dans le logement, cela commence à le rendre plus abordable. Il est plus facile de réduire la bureaucratie locale. Nous ne pouvons pas le faire au niveau fédéral, mais les gens locaux facilitent la construction de ces maisons et l'aident à la compte. Je peux vous dire à tous que l'un des avantages du GI Bill est que, pour moi, le prêt immobilier pour les anciens combattants est un élément important. Le prêt immobilier pour les anciens combattants est que vous n'avez pas à payer la compte. Ce sont des choses qui vous permettent de le rembourser et de payer votre hypothèque. Ce sont des choses que nous connaissons à long terme, la valeur appréciée, la richesse générationnelle qui en découle. Je vais donner l'exemple de Minneapolis. Minneapolis est la seule ville où nous avons vu les taux d'inflation les plus bas. Nous avons vu une augmentation de 12% des actions parce que nous avons mis en place certaines de ces choses et nous mettons en œuvre un programme d'État pour nous assurer que nous donnons une partie de cette aide à la compte. Nous la récupérons auprès des gens, car voici ce que nous savons, les personnes ayant un logement stable finissent par avoir un emploi stable. Les gens qui ont un logement stable ont leurs enfants qui peuvent aller à l'école, toutes ces choses à long terme finissent par nous faire économiser de l'argent et c'est ce sur quoi je pense que nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente, mais nous ne pouvons pas blâmer les immigrants pour la seule raison que ce n'est pas le cas, c'est ce qui se passe dans de nombreuses villes, le fait est que nous n'avons pas suffisamment de logements abordables naturellement, mais nous pouvons nous assurer que le gouvernement est là pour aider à démarrer et créer cette base. Eh bien, tout d'abord, Tim vient de dire quelque chose avec lequel je suis d'accord. Nous ne voulons pas blâmer les immigrants pour la hausse des prix des logements, mais nous voulons blâmer Kamala Harris pour avoir laissé entrer des millions d'immigrés illégaux dans ce pays, ce qui lui a coûté 25 millions d'immigrants illégaux. Les Américains sont en concurrence avec les Américains pour les logements rares, ce qui est l'un des facteurs les plus importants des prix de l'immobilier dans le pays. C'est pourquoi nous avons des augmentations massives des prix de l'immobilier qui se sont produites parallèlement à des augmentations massives de la population d'immigrés illégaux sous la direction de Kamala Harris. Tim vient de mentionner un tas d'idées, certaines de ces idées me semblent à moitié décentes et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais la chose la plus importante ici est que Kamala Harris ne se présente pas comme une nouvelle venue en politique, elle est la vice-présidente en exercice. Si elle veut mettre en œuvre toutes ces politiques pour rendre le logement plus abordable, je l'invitais à utiliser le bureau que le peuple américain lui a déjà donné, à ne pas rester assise à faire campagne et à ne rien faire pendant que les Américains trouvent le rêve américain d'être propriétaire d'une maison complètement inabordable. Vous avez demandé à Margaret ce qui changerait immédiatement l'équation pour les citoyens américains si vous baissiez les prix de l'énergie comme le dit Donald Trump, forêt bébé, forêt l'un des plus gros facteurs des coûts de logement, à part l'immigration illégale. Pensez Y si un chauffeur de camion paie 40% de plus de diesel puis le bois il livre sur le chantier pour construire la maison va aussi devenir beaucoup plus cher si nous ouvrons l'énergie américaine, vous obtiendrez un allègement immédiat des prix pour les citoyens américains, pas seulement en matière de logement, mais dans toute une série d'autres biens économiques aussi. Eh bien, ce que Donald Trump a dit, c'est que nous avons beaucoup de terres fédérales qui ne sont utilisées à rien, elles ne sont pas utilisées pour un parc national, elles ne sont pas utilisées et elles pourraient être des endroits où nous construisons beaucoup de logements et je pense que nous devrions ouvrir la construction dans ce pays, nous avons beaucoup de terres qui pourraient être utilisées, nous avons beaucoup d'Américains qui ont besoin de maisons, nous devrions expulser les immigrants illégaux qui se disputent ces maisons et nous devrions construire plus de maisons pour les citoyens américains qui méritent d'être ici, sans vérifier les faits, je vais vérifier, regardez, les passages à niveau sont en baisse par rapport à quand Donald Trump a quitté ses fonctions, mais c'est encore une fois une accusation et sans essayer de trouver la solution. J'allais poser cette question, mais nous allons forer et construire des maisons sur le même terrain fédéral et je pense que lorsque les gens entendent parler de terres fédérales, ce sont des terres vraiment importantes maintenant. Le Minnesota n'a pas beaucoup de terres fédérales. Je sais que dans la partie ouest du pays, nous en avons. Il n'y a pas beaucoup de terres fédérales dans et autour de Minneapolis, par exemple, donc le problème est que je ne comprends pas le problème des terres fédérales à moins que nous ne voyions cela. Je m'en inquiète en tant que personne qui se soucie profondément de nos parcs nationaux et de nos terres fédérales.
Regardez le Minnesota, nous protégeons ces choses. Nous avons environ 20% de l'eau douce du monde. Ces terres protègent, elles sont là pour une raison, elles appartiennent à nous tous. Mais encore une fois, c'est quand vous voyez le logement et vous voyez ces choses comme des produits de base, comme s'il y avait une chance de faire de l'argent ici, prenons ces terres fédérales et vendons-les aux gens pour cela. Je pense qu'il existe de meilleures façons de le faire. Nous l'avons vu au Minnesota, nous sommes capables de rénover certaines de ces maisons, nous sommes capables de faire des investissements qui attirent les gens. Et je suis toujours sur le fait que, cela. Économistes, sénateurs, vous avez dit que vous n'aimez pas les économistes. Ce que les économistes disent, c'est que ce sont les immigrants qui ajoutent au C. Eh bien, il y a une étude de la Réserve fédérale que nous sommes heureux de partager après le débat, nous la publierons sur les réseaux sociaux en fait, qui analyse vraiment le lien entre les niveaux accrus de migration, en particulier l'immigration illégale, et la hausse des prix de l'immobilier. Bien sûr, Margaret, ce n'est pas la seule cause de la hausse des prix de l'immobilier. End up saving our money. And that's the thing that I think we should be able to find some common ground in, but we can't blame immigrants for the only reason. That's not the case that's happening in many cities. The fact of the matter is that we don't have enough naturally affordable housing, but we can make sure that the government's there to help kickstart it. C'est aussi le régime réglementaire de Kamala Harris. Regardez, nous sommes un pays de bâtisseurs, nous sommes un pays d'acteurs, nous sommes un pays d'explorateurs, mais nous avons de plus en plus une administration fédérale qui rend plus difficile le développement de nos ressources, qui rend plus difficile la construction de choses et qui veut jeter les gens en prison pour ne pas avoir tout fait exactement comme Kamala Harris le dit. Cela signifie que vous avez beaucoup de gens qui aimeraient construire des maisons et qui ne sont pas en mesure de le faire. Je suis en fait d'accord avec Tim Walz, nous devrions sortir de cette idée de logement comme une marchandise, mais le problème, c'est que nous avons une administration fédérale qui rend plus difficile le développement de nos ressources, qui rend plus difficile la construction de choses, et qui veut jeter les gens en prison pour ne pas avoir tout fait exactement comme Kamala Harris le dit. C'est la plupart du temps transformer le logement en marchandise, c'est le donner à des millions et des millions de personnes qui n'ont aucun droit légal d'être ici. Je comprends cela en tant que gouverneur et je ne suis pas nécessairement en désaccord avec cela, dans certains cas, beaucoup de ces cas sont locaux, beaucoup d'entre eux sont des États. Je ne sais pas lesquels sont fédéraux, mais je pense que chaque fois que nous parlons de réglementation, les gens pensent qu'ils peuvent s'en débarrasser. Je pense que vous voulez pouvoir sortir de votre maison et tirer. Je pense que vous voulez vous assurer qu'elle est ignifuge et ce genre de choses. Alors, quelles sont les réglementations parce que le vice-président n'est pas responsable de celles-ci, le Congrès les rédige, bien sûr. Nous allons couvrir les Américains avec des conditions préexistantes. En fait, beaucoup de membres de ma famille ont bénéficié de soins de santé. Je crois que vous savez que des membres de ma famille ont effectivement bénéficié d'une assurance maladie privée, au moins pour la première fois. Ils ont quitté Medicaid pour une assurance privée pour la première fois sous la direction de Donald Trump. Et je pense que vous connaissez beaucoup de gens qui ont critiqué ce concept de remarque sur le plan. Regardez, c'est du bon sens très simple. Je pense que comme Tim Walz le sait depuis 12 ans au Congrès, vous n'allez pas proposer un projet de loi de 900 pages sur une scène de débat. Cela ennuierait tout le monde aux larmes et cela ne signifierait rien en fait, car une partie de cela est le va-et-vient de la négociation bipartite. Maintenant, lorsque Donald Trump était réellement président et encore une fois, il a un bilan dont il peut être fier. Les médicaments sur ordonnance ont chuté en 2018 pour la première fois depuis très longtemps sous la direction de Kamala Harris. Les médicaments sur ordonnance ont augmenté d'environ 7% pendant les 4 années de Donald Trump, ils ont augmenté d'environ 1,5%. Il a introduit la transparence des prix. Pensez aux soins de santé. Vous allez à l'hôpital, vous essayez d'acheter quelque chose et personne ne sait ce que cela coûte réellement. Cette transparence des prix donnera en fait aux consommateurs américains un peu plus de choix et réduira également les coûts. Et nous avons parlé, vous savez, de la réglementation sur la réassurance, c'est ce dont je parlais. Regardez, Donald Trump a dit que si nous permettions aux États d'expérimenter un peu sur la façon de couvrir à la fois les malades chroniques et les malades non chroniques, ce n'est pas juste un plan. Il a effectivement mis en œuvre certaines de ces réglementations lorsqu'il était président des États-Unis et je pense que vous pouvez faire un très bon argument selon lequel cela a sauvé Obamacare, qui fonctionnait de manière désastreuse jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Et je pense que c'est un point important à propos du président Trump. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que le président Trump a dit ou fait, mais lorsque Obamacare s'effondrait sous le poids de son propre fardeau réglementaire et des coûts de santé, Donald Trump aurait pu détruire le programme.
À la place, il a travaillé de manière bipartite pour s'assurer que les Américains aient accès à des soins abordables. Ce n'est pas parfait, bien sûr, et il y a tellement plus que nous pouvons faire, mais je pense que Donald Trump a gagné le droit de mettre en place de meilleures politiques de soins de santé. Il l'a gagné parce qu'il l'a fait avec succès la première fois. D'accord, c'est la quête un vieil homme vous donne un peu d'histoire. J'étais là lors de la création de la CA, et la raison pour laquelle c'était si important est que je viens d'un grand état de soins de santé, siège de la Mayo Clinic, siège de Medical Ali, 3M, Medtronic, tous ceux que nous comprenons. Les soins de santé, c'est pourquoi nous sommes classés premiers en termes d'abordabilité, d'accessibilité et de qualité des soins de santé. Et donc, ce que je sais, c'est que sous Kamala Harris, plus de personnes sont couvertes qu'avant. Et ceux d'entre vous qui écoutent, c'est essentiel pour vous. Maintenant, Donald Trump veut tout d'un coup revenir en arrière et se souvenir de cela. Il a fait campagne, la première chose qu'il allait faire le premier jour était d'abroger Obamacare. Le premier jour, il a essayé de signer un décret exécutif pour abroger la CA. Il a signé un procès pour abroger la CA, mais a perdu à la Cour suprême, et il aurait abrogé la CA si ce n'était pour le courage de John McCain de sauver ce projet de loi. Maintenant, avance rapide. Ce que cela signifie pour vous, c'est que vous perdez vos conditions préexistantes. Si vous êtes assis à la maison et que vous avez de l'asthme, tant pis. Si vous êtes une femme, vous ne vous êtes probablement pas cassé le pied pendant le football, vous pourriez être expulsé, vos enfants se feront expulser quand ils auront 26 ans. Kamala Harris a négocié pour la première fois le prix des médicaments avec Medicare. Nous avons 10 médicaments qui seront disponibles en ligne, les plus courants seront là. Mais regardez ce problème, et quand Donald Trump a dit que j'avais un concept de plan, cela m'a fait rire en tant qu'enseignant de 4e année parce que mes enfants ne m'auraient jamais donné ça. Mais ce que le sénateur Vance vient d'expliquer pourrait être pire qu'un concept parce que ce qu'il a expliqué est pré-Obamacare. Et je vais rendre cela aussi simple que possible parce que je fais cela depuis longtemps. Ce qu'ils disent, c'est que si vous êtes en bonne santé, pourquoi devez-vous payer plus? Alors, ce qu'ils vont faire, c'est que les compagnies d'assurance choisissent qui elles assurent parce que, devinez ce qui se passe. Vous payez votre prime, mais ils pensent qu'ils n'auront pas à vous payer. Ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés, vous savez, si vous avez un cancer, vous allez en être exclu. C'est pourquoi le système n'a pas fonctionné. Kamala Harris protégera et améliorera la CA. Regardez, nous avons actuellement des lois et des réglementations en place qui protègent les gens avec des conditions préexistantes. Nous voulons maintenir ces réglementations en place, mais nous voulons aussi que le marché de l'assurance maladie fonctionne un peu mieux maintenant. Ce que le gouverneur Walz vient de dire n'est en fait pas vrai. Une grande partie de ce qui s'est passé, est la raison pour laquelle Obamacare s'est écrasé sous son propre poids, et que beaucoup de jeunes et de personnes en bonne santé quittaient les bourses. Donald Trump a en fait aidé à résoudre ce problème, et il l'a fait d'une manière qui a préservé l'accès à la couverture des personnes qui avaient des conditions préexistantes. Mais encore une fois, ce que ces gars font, c'est qu'ils font beaucoup d'affirmations sur le fait que si Donald Trump devient président, toutes ces terribles conséquences vont s'en suivre. En réalité, Donald Trump était président, l'inflation était faible, le salaire net était plus élevé, et il a sauvé le programme même d'une administration démocratique qui s'effondrait et se serait effondrée sans son leadership. Il a fait son travail, qui est de gouverner de manière bipartite et d'obtenir des résultats, pas seulement de se plaindre des problèmes mais de les résoudre. C'est plus élevé maintenant que nous l'avons vu monter. Regardez, les gens l'utilisent, le système fonctionne. La question à ce sujet, des jeunes, quel que soit le mandat individuel, et les républicains se sont battus bec et ongles en disant que les Américains devraient être libres de faire cela. Eh bien, que se passe-t-il alors? Pensez-vous que le mandat individuel est une bonne idée? Je pense que l'idée de s'assurer que le pool de risque est suffisamment important pour couvrir tout le monde est la seule façon dont l'assurance fonctionne. Alors qu'elle ne fonctionne pas, elle s'effondre. Avant la CA, où nous sortions les gens, regardez, les gens savent qu'ils ont besoin d'une couverture santé, les gens s'attendent à ce qu'elle soit là. Et quand nous sommes en mesure de le faire et que nous le faisons de cette façon, lorsque nous incitons les gens à être sur le marché, lorsque nous aidons les personnes qui pourraient ne pas en avoir les moyens à y arriver, et nous nous assurons que lorsque vous tombez malade et que vous vieillissez, c'est là pour vous. Parce que j'ai entendu des gens dire, eh bien, je ne veux pas acheter Medicare. Quelle est la chance d'acheter une couverture santé une fois que vous avez passé 70 ans? Alors regardez, la CA fonctionne, nous pouvons continuer à faire mieux.
Kamala Harris a fait cela de la façon dont elle a tout amélioré en négociant ses 10 médicaments sur Medicare pour la première fois dans l'histoire américaine. Oui, c'est négociable et c'est ce que le Congrès a fait. Mais voici quel est l'accord, les Américains sont assis là en ce moment. Vous pouvez travailler pour une grande entreprise, regardez, nous sommes chez nous au Minnesota, dans certaines des plus grandes entreprises Fortune 500. Kamala Harris et Coca-Cola ou en Californie, ces entreprises fournissent des congés familiaux payés pour raisons médicales. C'est une chose qu'ils trouvent morale, et ils pensent que c'est une bonne chose. Mais cela permet également de garder leurs employés en bonne santé. Nous avons adopté au Minnesota un congé familial payé pour raisons médicales. Vous avez un enfant, vous et moi avons dû retourner au travail 5 jours après la naissance de nos enfants. Cela vous permet de rester à la maison pendant un certain temps. Ce que nous savons, c'est que cela permet à l'enfant de prendre un meilleur départ. La famille fonctionne mieux. Nous restons chez leurs employeurs. Nous obtenons plus de cohérence à cet égard. Kamala Harris en a fait une priorité. Nous l'avons mise en œuvre au Minnesota et nous constatons une croissance. C'est ainsi que vous devenez un État pro-business. Mais les négociations à ce sujet, et voici le problème que ces grandes entreprises sont en mesure d'offrir à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas. Imaginez ce qui se passe si vous avez un cancer ou si votre enfant tombe malade. Nous savons ce qui se passe. Vous finissez par rester à la maison dans certains endroits, ce qui signifie pas de chèque de paie parce que vous n'avez aucune protection. C'est le cas d'une économie que Donald Trump a créée pour les plus riches d'entre nous. Il est prêt à accorder ses allègements fiscaux aux Français les plus riches. Il est prêt à dire, démantelez ces syndicats, faites ce que nous disons. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'économie fonctionne mieux lorsqu'elle fonctionne pour nous tous, et donc un programme de congés familiaux payés pour raisons médicales est essentiel. Je vous dirai d'aller voir les familles ou les entreprises et de leur demander en ce qui concerne la garde d'enfants. Vous devez prendre cela à la fois du côté de l'offre et de la demande. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les personnes les plus importantes dans nos vies, qui s'occupent de nos enfants ou de nos parents, soient payées le moins d'argent possible. Nous devons faciliter la tâche aux gens pour qu'ils puissent entrer dans cette entreprise, et ensuite nous assurer que les gens sont capables de payer pour cela. Nous avons pu le faire au Minnesota et je vous le dis encore, nous avons été classés comme le meilleur État. Nous sommes toujours en crise à ce sujet. Un programme fédéral de congés familiaux payés pour raisons médicales et d'aide à ce sujet améliorera notre main-d'œuvre, améliorera nos familles et facilitera la naissance des enfants que vous souhaitez. Ouais, tout d'abord, Margaret, un certain nombre de mes collègues républicains et certains démocrates aussi ont travaillé sur cette question, et je pense qu'il y a une solution bipartite ici parce que beaucoup d'entre nous se soucient de ce problème. Je veux dire, écoutez, je parle de cela très personnellement parce que je suis marié à une belle femme qui est une mère incroyable pour nos 3 beaux enfants, mais qui est aussi une avocate d'entreprise très brillante. Je suis très fier d'elle. Mais être une mère qui travaille, même pour quelqu'un avec tous les avantages de ma femme, est extraordinairement difficile. Ce n'est pas seulement difficile d'un point de vue politique. Elle avait en fait accès à un congé familial payé parce qu'elle travaillait pour une plus grande entreprise. Mais la pression culturelle sur les jeunes familles et surtout les jeunes femmes, je pense, rend vraiment difficile pour les gens de choisir le modèle familial qu'ils veulent. Beaucoup de jeunes femmes aimeraient retourner au travail immédiatement, certaines voudraient passer un peu de temps à la maison avec les enfants, certaines voudraient passer plus de temps à la maison avec les enfants. Nous devrions avoir un modèle de soins familiaux qui rend le choix possible, et je pense que c'est une différence substantielle très importante entre l'approche de Donald Trump et celle de Kamala Harris. Si vous regardez les programmes fédéraux que nous avons qui soutiennent le congé familial payé en ce moment, comme la subvention globale pour le développement communautaire, et un autre programme de subvention qui dépense beaucoup d'argent du gouvernement fédéral, ces programmes ne vont qu'à un seul type de modèle de garde d'enfants. Disons que vous aimeriez que votre église vous aide peut-être avec la garde d'enfants, ou que vous vivez dans une zone rurale ou urbaine et que vous aimeriez vous réunir avec les familles de votre quartier pour fournir des services de garde d'enfants. De la manière la plus logique, vous n'avez accès à aucun de ces fonds fédéraux. Nous voulons promouvoir le choix dans la façon dont nous fournissons les soins familiaux et la garde d'enfants, parce que regardez, c'est inacceptable. Bien sûr, Tim et moi avons été sur la piste de campagne ces 7 ou 8 dernières semaines, et l'une des plus grandes plaintes que j'entends de la part des jeunes familles concerne les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir le choix, comme le choix entre aller travailler ou s'occuper de leurs enfants. C'est un fardeau incroyable à imposer aux familles américaines. Nous sommes le seul pays à le faire. Je pense que nous pourrions faire beaucoup mieux. Eh bien, ce que le président Trump a dit, Margaret,
et je veux juste défendre un peu mon colistier ici, c'est que nous allons encaisser beaucoup d'argent en pénalisant les entreprises qui délocalisent des emplois à l'étranger et en pénalisant les pays qui emploient des travailleurs esclaves et renvoient ensuite leurs produits dans notre pays, tout en réduisant les salaires des travailleurs américains. C'est le cœur du plan économique de Donald Trump, réduire les impôts pour les travailleurs américains et les familles américaines, réduire les impôts pour les entreprises qui embauchent et créent des entreprises aux États-Unis, mais pénaliser les entreprises et les pays qui délocalisent des emplois à l'étranger. C'est le cœur de la proposition économique, et je pense que ce que le président Trump dit, c'est que lorsque nous apporterons ces revenus supplémentaires grâce à une croissance économique plus élevée, nous serons en mesure de fournir des options de garde d'enfants et de congés familiaux payés qui soient viables et réalisables pour de nombreuses familles américaines. Pouvez-vous nous expliquer comment cela résoudra la pénurie de garde d'enfants? Car, comme l'a dit Tim, nous faisons face à de nombreuses pénuries. Nous n'avons tout simplement pas assez de ressources pour les nombreuses personnes qui pourraient fournir des options de garde familiale, et nous allons devoir dépenser plus d'argent, inciter plus de personnes à vouloir fournir des options de garde d'enfants aux familles américaines. La raison pour laquelle c'est si cher en ce moment est que vous avez beaucoup trop peu de personnes qui fournissent ce service très essentiel. Eh bien, si ces membres du Congrès écoutent quelqu'un, je peux vous le dire, c'est le plus gros problème. Tout le monde qui écoute ce soir sait que ce n'est pas si cher, et soyons clairs, que ce soit 5 000 ou 6 000 $, vous jouez avec environ 3 ou 4 mois. Soyons clairs sur où nous en sommes. Nous sommes dans cette situation parce que nous pensions que nous allions nous en sortir en ne payant pas les gens. Je ne pense pas que Serv Vance et moi soyons si éloignés. Je ne suis pas opposé à ce dont il parle sur les options. Nous avons fait des choses de ce genre sur les bourses d'études, je pense que nous devons être ouverts à faire valoir nos arguments, mais le problème ici est que la question que vous avez posée est que vous n'allez pas payer pour cela avec ces tarifs qui ne font qu'ajouter 4 000 $ de plus à la famille et en prennent moins. Donc non seulement ils n'obtiennent pas l'argent pour payer cela, ils ont 4 000 $ dans l'ensemble qui a été gagné à l'école, c'est son alma mater et donc je pense que le problème ici est que si ces membres du Congrès, je ne peux pas croire qu'ils ne le soient pas, quand je vais dans les entreprises, ils vont certainement parler d'impôts un jour, mais ils commenceront par la garde d'enfants et le logement. Nous savons que le problème est particulièrement dans un État comme le Minnesota, nous avons besoin de plus de travailleurs parce que notre économie est en croissance, mais nous avons besoin de la main-d'œuvre. Eh bien, Nora, d'abord de tout ce que je pense, c'est que nous nous concentrons sur l'avenir, nous devons trouver comment résoudre la crise de l'inflation causée par les politiques de Kamala Harris, rendre le logement abordable, rendre l'épicerie abordable et c'est ce sur quoi nous nous concentrons, mais je veux répondre à votre question parce que vous l'avez demandé. Regardez ce que le président Trump a dit, c'est qu'il y avait des problèmes en 2020 et ma propre conviction est que nous devrions nous battre sur ces questions, débattre de ces questions pacifiquement sur la place publique et c'est tout ce que la vie a dit et c'est tout ce que Donald Trump a dit. Rappelez-vous qu'il a dit que le 6 janvier, les manifestants devraient protester pacifiquement et le 20 janvier, que s'est-il passé? Joe Biden est devenu président. Donald Trump a quitté la Maison-Blanche et maintenant, bien sûr, malheureusement, nous avons toutes les politiques négatives qui sont venues de l'administration Harris-Biden. Je crois que nous avons en fait une menace pour la démocratie dans ce pays, mais malheureusement, ce n'est pas la menace pour la démocratie dont Kamala Harris et Tim Walz veulent parler. C'est la menace de la censure. Well, Nora, first of all, I think that we're focused on the future. We need to figure out how to solve the inflation crisis caused by Kamala Harris's policies, make housing affordable, make groceries affordable, and that's what we're focused on. But I want to answer your question because you did ask it. Look, what President Trump has said is that there were problems in 2020, and my own belief is that we should fight about those issues, debate those issues peacefully in the public square, and that's all I've said, and that's all that Donald Trump has said. Remember, he said that on January the 6th, the protesters ought to protest peacefully. Ce sont les Américains qui mettent de côté des amitiés de longue date à cause de désaccords sur la politique. Ce sont les grandes entreprises technologiques qui font taire leurs concitoyens et c'est Kamala Harris qui dit que plutôt que de débattre et de persuader ses compatriotes américains, elle aimerait censurer les gens qui se livrent à la désinformation. Je pense que c'est une menace beaucoup plus grande pour la démocratie que tout ce que nous avons vu dans ce pays au cours des 4 dernières années, au cours des 40 dernières années. Maintenant, je suis vraiment fier, surtout étant donné que j'ai été élevé par 2 démocrates de longue date, d'avoir le M de Bobby Kennedy Jr. et Tulsi Gabbard, leader de longue date de la coalition démocratique. Bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec moi et Donald Trump sur tous les sujets. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tous les points problèmes, mais nous sommes unis derrière un principe de base du premier amendement américain selon lequel nous devons débattre de nos différences, nous devons en discuter, nous devons essayer de persuader nos compatriotes américains.
Kamala Harris est engagée dans la censure à une échelle industrielle. Elle l'a fait pendant le Covid, elle l'a fait sur un certain nombre d'autres questions et pour moi, c'est une menace beaucoup plus grande pour la démocratie que ce que Donald Trump a dit quand il a dit que les manifestants devraient protester pacifiquement le 6 janvier. Eh bien, j'ai apprécié le débat de ce soir et je pense qu'il y avait beaucoup de points communs ici. Je suis compréhensif pour les erreurs de langage sur certaines choses et je pense que j'aurais pu l'être avec le sénateur, mais il y en a un qui me dérange. Je dis ça parce que je pense que nous devons raconter l'histoire. Donald Trump a refusé de le reconnaître et le fait est que je ne pense pas que nous puissions être la grenouille dans la marmite et laisser l'eau bouillante monter. Il a été très clair, je veux dire, il a perdu son élection et il a dit que 140 policiers avaient été battus dans la capitale ce jour-là, certains avec le drapeau américain, plusieurs sont morts plus tard. Ce n'était pas seulement là-bas dans le Minnesota. Un groupe s'est rassemblé sur le terrain de la capitale de l'État à Saint-Paul et a dit que nous marchions vers la résidence du gouverneur et qu'il pourrait y avoir des victimes. La seule personne présente était mon fils et son chien, qui ont été précipités dehors en pleurant par la police d'État. Ce problème et Mike Pence se tenait là alors qu'il scandait « Pendez Mike Pence ». Mike Pence a pris la bonne décision, sénateur, elle a été jugée encore et encore et encore. J'ai travaillé avec des enfants assez longtemps pour savoir et j'ai dit qu'en tant qu'entraîneur de football, parfois, vous voulez vraiment gagner, mais la démocratie est plus importante que de gagner une élection. Vous serrez des mains et vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour aider l'autre camp à gagner, c'est ce qui était en jeu ici. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'idée que l'emprisonnement de vos adversaires politiques pose déjà les bases pour que les gens n'acceptent pas cela. Les mots d'un président comptent, les mots d'un président comptent, les gens entendent cela. Je pense donc que cette question de règlement de nos différences dans les urnes, de se serrer la main lorsque nous perdons, pour être honnête, mais de nier ce qui s'est passé le 6 janvier, la première fois dans l'histoire américaine qu'un président ou quiconque a essayé de renverser une élection juste et le transfert pacifique du pouvoir. Et nous voici 4 ans plus tard dans le même bateau. Je vous dirai ceci, lorsque tout cela sera terminé, nous devrons nous serrer la main lors de cette élection et le gagnant devra être le gagnant. Cela doit cesser, cela déchire notre pays. Margaret, sénateur Vance, vouliez-vous répondre à cela? Oui. Eh bien, écoutez Tim, tout d'abord, c'est vraiment riche pour les dirigeants démocrates de dire que Donald Trump est une menace unique pour la démocratie alors qu'il a cédé le pouvoir pacifiquement le 20 janvier, comme nous l'avons fait pendant 250 ans dans ce pays. Nous allons nous serrer la main après ce débat et après cette élection et bien sûr, j'espère que nous gagnerons et je pense que nous allons gagner. Mais si Tim Walz est le prochain vice-président, il aura mes prières, il aura mes meilleurs vœux et il aura mon aide quand il le voudra. Mais nous devons nous rappeler que pendant des années, dans ce pays, les démocrates ont protesté contre les résultats des élections. Hillary Clinton, en 2016, a déclaré que Donald Trump s'était fait voler l'élection par Vladimir Poutine parce que les Russes avaient acheté pour 500 000 $ de publicité Facebook. Cela dure depuis longtemps et si nous voulons dire que nous devons respecter les résultats des élections, je suis partant. Mais si nous voulons dire, comme Tim Walz, que ce n'est qu'un problème que les républicains ont eu, je n'achète pas que le 6 janvier n'était pas une publicité Facebook. Et je pense qu'une révision, c'est de l'histoire ancienne à ce sujet. Regardez, je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés à ce point, mais le problème est que Donald Trump peut le faire et nous disons tous qu'il n'y a pas de place pour cela, cela a des répercussions massives. Cette idée qu'il y a de la censure pour empêcher les gens de faire menacer de tuer quelqu'un, menacer de faire quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas de la censure. La censure est un livre interdit. Nous avons vu cela soulever. Je pense juste pour tout le monde ce soir et je vais remercier le sénateur. Je pense que c'est la conversation qu'ils veulent entendre et je pense qu'il y a beaucoup d'accords sur le fait que nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre. C'était une menace pour notre démocratie d'une manière que nous n'avions pas vue et cela s'est manifesté à cause de l'incapacité de Donald Trump à dire qu'il dit toujours qu'il n'a pas perdu l'élection. Je voudrais juste demander s'il a perdu l'élection de 2020. Tim, je suis concentré sur l'avenir. Est-ce que Kamala Harris a censuré les Américains pour les empêcher de s'exprimer à la suite de la situation du Covid de 2020? C'est une non-réponse accablante. C'est une non-réponse accablante pour vous de ne pas parler de censure. Évidemment, Donald Trump et je pense qu'il y a eu des problèmes en 2020, nous en avons parlé, je suis heureux d'en parler davantage, mais vous nous attaquez parce que vous ne croyez pas en la démocratie. Le droit le plus sacré aux États-Unis, la démocratie, c'est le premier amendement. Vous avez vous-même dit qu'il n'y a pas de droit à la désinformation en vertu du premier amendement.
Kamala Harris veut utiliser le pouvoir du gouvernement et des grandes technologies pour faire taire les gens et les empêcher de s'exprimer. C'est une menace pour la démocratie qui survivra longtemps au moment politique actuel. J'aimerais que les démocrates et les républicains rejettent tous les deux la censure. Persuadons-nous les uns les autres. Discutons d'idées et réunissons-nous ensuite. Vous ne pouvez pas crier au feu dans une salle bondée, c'est le test de la Cour suprême. Tim, au feu dans une salle bondée. Vous vouliez virer les gens de Facebook dans une salle bondée qui critiquent les politiques du gouvernement, ce qui est le droit de tout le monde. Américain, oui. Eh bien, je ne dirige pas Facebook. Ce que je sais, c'est que je vois un candidat qui a refusé et maintenant encore. Je suis assez choqué par cela, il a perdu l'élection, ce n'est pas un débat, ce n'est rien d'autre que dans le monde de Donald Trump. Parce que regardez, quand Mike Pence a pris cette décision de certifier cette élection, c'est pourquoi Mike Pence n'est pas sur cette scène. Ce qui m'inquiète, c'est où est le pare-feu avec Donald Trump? Où est le pare-feu s'il sait qu'il pourrait faire n'importe quoi, y compris organiser une élection et que son vice-président ne va pas s'y tenir? C'est ce que nous vous demandons, Amérique, allez-vous vous lever, allez-vous tenir votre serment d'office même si le président ne le fait pas? Et je pense que Kamala Harris serait d'accord, elle ne m'aurait pas choisi si elle n'avait pas pensé que je ferais cela parce que bien sûr, c'est ce que nous ferions. Donc, l'Amérique, je pense que vous avez un choix très clair sur cette élection de qui va honorer cette démocratie et qui va bien honorer Donald Trump. Merci sénateur Vance et surtout merci à vous tous si vous êtes toujours debout et aux gens qui misent Dancing with the Stars. J'apprécie, mais regardez, le soutien de la démocratie compte, c'est important que vous soyez là et je suis aussi surpris que quiconque de cette coalition que Kamala Harris a construite, de Bernie Sanders à Dick Cheney, en passant par Taylor Swift et tout un tas de gens entre eux. Ils ne sont pas tous d'accord sur tout, mais ce sont des gens vraiment optimistes qui croient en un avenir positif pour ce pays et un ou notre politique peut être meilleure qu'elle ne l'est. Je dois vous dire que ce qui est mieux que ce qu'elle est, c'est le sentiment d'optimisme qu'il peut y avoir une économie d'opportunités qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour s'en sortir, mais pour aller de l'avant. L'idée que la liberté signifie vraiment quelque chose, pas la liberté du gouvernement d'être dans votre chambre ou salle d'examen, mais la liberté pour vous de faire des choix sur vous-même. Maintenant, regardez, nous savons tous qui est Donald Trump, il nous l'a dit. Comme mon Angelo l'a dit, croyez-le quand il vous a dit que sa première robe inaugurale parlait d'American Carnage et puis il a passé 4 ans à essayer de peut-être faire ça. Le sénateur Vance a clairement indiqué ce soir qu'il soutiendrait le programme de Donald Trump et qu'il continuerait à avancer dans cette direction. Excusez-moi, Kamala Harris nous donne une autre option. Je dois vous dire que je vais faire attention aux citations, mais il y en a une que le sénateur Vance a dite qui résonne en moi. Il a dit que Donald Trump fait peur aux gens qui me sont chers. Beaucoup d'Américains ressentent cela. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Franklin Roosevelt avait raison, tout ce que nous avons à craindre, c'est la peur elle-même. Kamala Harris nous apporte une nouvelle voie à suivre. Elle nous apporte une politique de joie. Elle apporte de vraies solutions pour la classe moyenne et elle vous place au cœur de tout cela, tout en demandant à tout le monde de rejoindre ce mouvement. Faites entendre votre voix. Attendons un nouveau jour où chacun aura cette opportunité et où chacun aura une chance de s'épanouir. Je vous demande humblement de voter le 5 novembre pour Kamala Harris. Eh bien, je tiens à remercier le gouverneur Walz. L'un des problèmes dont nous n'avons pas parlé était l'énergie. Je me souviens de l'époque où j'étais élevé par ma grand-mère, quand elle n'avait pas assez d'argent pour allumer le chauffage certaines nuits parce que l'Ohio était assez froid la nuit et parce que l'argent était souvent très serré. Je crois qu'en tant que personne qui veut être votre prochain vice-président, nous sommes un pays suffisamment riche et prospère où chaque Américain, qu'il soit riche ou pauvre, devrait pouvoir allumer son chauffage au milieu d'une froide nuit d'hiver, ce qui est devenu plus difficile grâce aux politiques énergétiques de Kamala Harris. Je crois que vous soyez riche ou pauvre, vous devriez pouvoir vous permettre un bon repas pour votre famille, ce qui est devenu plus difficile à cause des politiques de Kamala Harris. Je crois que vous soyez riche ou pauvre, vous devriez pouvoir vous permettre d'acheter une maison, vous devriez pouvoir vivre dans des quartiers sûrs, vos communautés ne devraient pas être inondées de phenol, et cela aussi est devenu plus difficile à cause des politiques de Kamala Harris. Maintenant, je suis en politique depuis assez longtemps pour voir ce que Kamala Harris fait quand elle se tient devant le peuple américain et dit que le premier jour, elle va travailler sur tous ces défis que je viens d'énumérer. Elle est vice-présidente depuis 3 ans et demi. Le premier jour, c'était il y a 1400 jours et ses politiques ont aggravé ces problèmes. Je crois que nous avons le plus beau pays du monde.
Je rencontre des gens sur le chemin de la campagne qui n'ont pas les moyens de se nourrir, mais qui ont la grâce et la générosité de me demander comment je vais et de me dire qu'ils prient pour ma famille. Ce que cela m'a appris, c'est que nous avons le plus grand pays, le plus beau pays, les gens les plus incroyables du monde, mais ils ne pourront pas réaliser pleinement leur rêve avec le leadership brisé que nous avons à Washington. Ils ne pourront pas vivre leur rêve américain. Si nous faisons la même chose que ce que nous faisons depuis 3 ans et demi, nous avons besoin de changement, nous avons besoin d'une nouvelle direction, nous avons besoin d'un président qui a déjà fait cela une fois auparavant et qui l'a fait. Eh bien, s'il vous plaît, votez pour Donald Trump et que vous votiez pour moi ou pour Tim Walz, je veux juste dire que je suis très fier de faire ça et que je vous soutiens. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit.